en plus de l'engagement, vous allez vous rendre compte que c'est un siècle aussi du renouvellement des genres. Voilà, le renouvellement, voilà, des genres. Alors, dans cet aspect, le renouvellement des genres, il va falloir dire que comme nous l'avons vu, vous avez vu, le théâtre en plus de la poésie, avait une certaine prédominance, voilà, ou prééminence au XVIIe siècle. D'accord. Le XVIIIe siècle va venir avec une certaine libéralisation de la pensée, d'accord, une certaine liberté, beaucoup de permissivité, ou en tout cas beaucoup de permission ou d'autorisation, de manière, d'envie, de fantasme personnel de s'exprimer. Le roman va connaître une explosion en ce moment. D'accord? Et on a, dans le renouvellement des gens là, il faut comprendre l'émergence notable, considérable, n'est-ce pas, du roman. Voilà. Et dans cette émergence, voilà, dans cette explosion du genre romanesque qui va naître, on va voir des sous-genres romanesques qui vont commencer à germer beaucoup. L'écriture n'est plus en ce moment obligée d'être soumise, comme on l'a vu pour le classicisme, à la règle de 3 unités obligatoirement. Mais quand on écrit, on peut avoir une certaine liberté, la plume personnelle de l'auteur qui s'exprime comme elle voudrait, sans contrainte. Voilà. Et les nouvelles formes qui vont naître, l'émergence du roman, n'est-ce pas, avec les formes, on va le dire ainsi, épistolaires, épistolaires surtout, voilà, avec les formes surtout épistolaires, vous voyez, c'est-à-dire ce sont des lettres fictives. Un roman écrit sous la forme d'une lettre est dit épistolaire. Pour vous situer, prenez une si longue lettre, est un roman de genre épistolaire. Bien, c'est en ce moment qu'on voit l'apparition de beaucoup de types d'écrits, épîtres à Horace, etc. Parce que épître, c'est aussi une sorte de lettre comme ça. D'accord, épître à Horace, épître à, etc. Voilà, le registre épistolaire connaît une sorte de, voilà, de préférence au sein des auteurs littéraires de cette époque-là. Et en ce moment, c'est pour explorer l'intimité, d'accord, et l'intimité, d'accord, la subjectivité, la remise en question de la vérité aussi font partie des caractéristiques de ce siècle-là en termes de renouvellement des gens. Les contenus des romans vont interroger parfois la vérité, vont essayer de tendre vers la vérité, mettre en cause la vérité, exprimer le sentiment, l'intimité, la subjectivité, y compris bien sûr l'objectivité, etc. Le siècle de lumière vient en quelque sorte faire une sorte d'explosion de la liberté dans la production littéraire, la création artistique. Toujours au compte du roman, il est important cette autre caractéristique-là, n'est-ce pas, la question de la vérité dans le roman. Alors, la vérité romanesque. Parce que l'écriture va être marquée par un fait. Nous l'avons vu dans le ton réaliste, les caractéristiques du ton réaliste. Au fait, on va sentir dans les écrits alors, une sorte de penchant vers la recherche parfaite de ce qui est, ou en tout cas un souci de tendre vers ce qui est, ou de ressembler à ce qui est. D'accord? En ce moment, l'objet n'est forcément pas de fait du 100% vrai, mais l'objet n'interdit pas d'aller vers du 100% faux. Or, dans le classicisme, on a dit, au fait, la manière d'écrire avait une certaine manière, une certaine codification. Il ne faut pas écrire trop loin des réalités du lecteur. Le spectacle ne doit pas être trop loin des réalités du téléspectateur. D'accord?
Et en ce moment, le théâtre est écrit d'une certaine façon. On ne doit pas trop choquer la sensibilité du lecteur avec ce qu'on écrit, mais avec le romantisme, et pardon, le siècle des Lumières, le XVIIIe siècle. Ici, les réalités varient un peu. Rien n'est exclu. Si on peut tendre vers la vérité, on ne s'empêche pas non plus par la production artistique, n'est-ce pas, d'incarner la véritable fiction. Donc, voilà, en termes de caractéristiques, ce qui est du contenu de la vérité romanesque, c'est-à-dire la question, la préoccupation de la vérité dans le roman. Les auteurs s'interrogent, n'est-ce pas? Voilà, s'interrogent, on va dire, sur la nature même de la vérité. La nature de la vérité, voilà, et sa capacité de prendre en charge le réel. En réalité, c'est cela, c'est-à-dire sa capacité de représenter la réalité. Qu'est-ce que la vérité? Alors, c'est la nature de la vérité même qui est pas remise en cause au fait, mais qui suscite de la réflexion. On regarde excusez du jeu de mots, le vrai ou bien le vrai faux. D'accord? Et à la matière, cela se manifeste comment? Au fait, à travers sa capacité, on va dire comme ça, d'exister ou comme ça, d'incarner le réel. Voilà. Sa capacité d'incarner le réel. Le vrai existe-t-il? La véritable vérité existe-t-elle? Voilà. Donc, et ça va être, dans un côté, ça va tendre vers une véritable recherche d'un réalisme propre, avec véritablement de vraies réalités, de sorte que ce sont des auteurs qui parfois ont des problèmes avec voilà, des tierces personnes comme ça, parce que ce qui est écrit peut refléter effectivement une certaine réalité et mettre certaines personnes, certaines situations, certaines expériences vécues déjà, n'est-ce pas, en lumière. On n'est pas d'accord avec cela quand vous écrivez sur quelque chose sur moi qui est vrai et que je ne souhaiterais pas que peut-être tout le monde le sache. Est-ce que en ce moment, il n'y a pas atteinte à une certaine intégrité peut-être morale, voilà, ou parfois physique de mon côté? Quand on critique les juges, quand on critique l'Église, quand on critique d'une certaine manière profonde la pratique religieuse, est-ce qu'on ne s'attire pas parfois, voilà, des colères ou en tout cas les représailles des autres?